Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le lundi 7 juillet 2025, épisode 347, en direct de l'Île-de-France mais de retour sous la pluie. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, TAC 140, Draft V2 cible l'Inde. Le groupe SideCopy, alias Transparent Tribe, déploie une nouvelle version de son trojan d'accès à distance pour viser les secteurs gouvernementaux, ferroviaires et de la défense en Inde. Phishing et infostealer, identité sous attaque. Une hausse de 156% des compromissions de comptes liés au kit de phishing et au log d'infostealer, bec et ransomware en embuscade. Let's Encrypt, certificat pour adresse IP. Un certificat gratuit pour adresse IP est désormais disponible entre solutions techniques et risques pour le phishing. Bien entendu, toutes les sources citées dans cet épisode sont disponibles sur le site de radiocessort.org. Un article dans The Hacker News fait le point sur une nouvelle opération de cyberespionnage qui cible directement les secteurs gouvernementaux de la défense et du ferroviaire en Inde. Le groupe TAC 140, aussi connu sous le nom de SideCopy ou Transparent Tribe, est à l'origine de cette campagne. D'après l'Inside Group de Recorded Future, ce groupe serait une sous-division opérationnelle de APT36 active depuis au moins 2019. Dans sa dernière opération, TAC 140 déploie une version modifiée de son trojan d'accès à distance, le DRAT, rebaptisé DRAT V2. Cette version mise à jour apporte quelques évolutions techniques. Une commande pour exécuter arbitrairement des instructions par shell, un protocole de communication qui supporte à la fois l'ASCII et l'Unicode en entrée, et une obfuscation basique des adresses C2 par encodage base64. On note aussi que cette version réduit l'obfuscation des chaînes, ce qui simplifie la fiabilité du parsing côté serveur, un compromis intéressant entre furtivité et robustesse. La chaîne d'infection est assez classique, mais elle reste efficace. Les attaquants usurpent le portail de communiqué du ministère indien de la Défense pour pousser les victimes à cliquer sur un faux lien. Quand la victime clique, une commande malveillante est copiée dans le presse-papier, elle est ensuite incitée à la coller et à l'exécuter en ligne de commande. Cette étape va déclencher le téléchargement d'un fichier HTA dans le domaine thread4wealth.in. Ce fichier est lancé via mshta.exe et permet de déployer un loader nommé Broader Aspect, qui télécharge ensuite un PDF-LER, modifie le registre pour assurer la persistance et installe enfin le DRAT V2. Ce RAT fait partie d'un arsenal plus large qui comprend aussi ActionRAT, AresRAT, AlaCoré, ReverseRAT ou SparkRAT, et on trouve encore même du Xenorat. Cette rotation continue des outils permet au groupe de brouiller les pistes et de compliquer les attributions. Dans le même temps, APT36 continue de diversifier ses cibles et ses outils. En mai dernier, le groupe a profité des tensions entre l'Inde et le Pakistan pour diffuser AresRAT via des mails de phishing en se faisant passer pour le National Informatics Center. Des PDF piégés incitent les destinataires à cliquer sur un bouton qui télécharge un exécutable déguisé dans une double extension .pdf.exe. Une fois lancé, le binaire embarque des fonctions anti-debug et anti-VM, lance une charge en mémoire et permet de loguer les frappes clavier, donc c'est un très beau keylogger, de récupérer le contenu du presse-papier et d'exfiltrer les données sensibles. Côté Linux, les attaquants visent aussi spécifiquement Boss Linux, une distribution utilisée dans l'administration indienne. Des mails de phishing larguent des binaires ELF pour les fameux ELF pour obtenir un accès non autorisé. Enfin, un autre groupe, Confucius, lui aussi actif dans la région, vient de faire surface avec un nouveau stealer baptisé WhoopStealer et une backdoor modulaire nommée Anondor. Leurs attaques s'appuient sur des fichiers LNK, les fameux fichiers liens, du site-loading DLL et utilisent des techniques pour échapper au bac à sable grâce à un chargement dynamique par invoke. En résumé, toutes ces opérations confirment que les menaces persistantes avancées de type APT36 et leurs satellites, leurs fameux proxys, maintiennent une pression continue sur les infrastructures critiques indiennes. Alors pour les équipes certes, la vigilance doit rester au niveau maximum, notamment sur les IOC, faux portails gouvernementaux, HTA, exécution via MSHTA, usage de Google Cloud comme nouveau canal de C2 ou encore hameçonnage ciblé via Boss Linux. The Register nous remonte sur une tendance qui s'installe comme l'une des plus rentables pour les cybercriminels, les attaques centrées sur le vol d'identité. Selon le dernier rapport d'Icentir,
Ces attaques ont bondi de 156% en un an et représentent désormais près de 60% des investigations menées par leurs équipes. Donc c'est pas représentatif par rapport au marché. C'est une société de cybersécurité qui constate que par rapport à tout ce qu'elle voit, il y a 156% de hausse. Ça ne veut pas dire que dans le monde, il y a 156% de hausse en plus. En tête du problème, la démocratisation des plateformes, phishing as a services et la vente massive de logs récoltés par des infostealers. Des kits comme Tycoon 2FA par exemple sont accessibles pour seulement 200 à 300 $ par mois. Pour ce prix, un attaquant obtient des pages de phishing préconfigurées pour des cibles comme Microsoft 365 ou Google Workspace avec des fonctions Adversary in the Middle pour contourner l'authentification multifacteur et voler des cookies de session. Ces services sont générés comme des vraies solutions SaaS, interface soignée, support client, mise à jour régulière pour échapper aux défenses, et depuis son lancement en 2023, Tycoon 2FA revendique déjà plus de 2000 abonnés mensuels au niveau client. Concrètement, un attaquant va cibler souvent un employé du service comptabilité fournisseur. Il prépare avec l'aide de la plateforme un email de phishing crédible qui redirige la victime vers une fausse page d'authentification. Une fois les identifiants saisis, ils sont capturés puis utilisés pour surveiller la boîte mail de la victime. Les cybercriminels attendent le bon moment pour intercepter une facture, modifier les coordonnées bancaires et détournent le paiement. Résultat, selon eSentir, les attaques de type Business Email Compromise, les fameux BEC, ont grimpé de 60% sur un an, représentant désormais 41% des attaques au premier trimestre 2025 dans leur périmètre. Pour rappel, ces attaques coûtent souvent plus cher aux entreprises que les rançongiciels, même si elles font beaucoup moins de bruit. Et pour ceux qui n'ont pas le budget pour un abonnement Tycoon 2FA, les infostealers restent une alternative. Pour à peine 10 $, on peut acheter des logs volés qui contiennent des dizaines de comptes utilisateurs, des credentials sous Windows, des mails professionnels, des bases de mots de passe ou des wallets crypto. Même si beaucoup de ces identifiants sont anciens, une seule compromission suffit souvent pour infiltrer un réseau, lancer un BEC ou même installer un ransomware. Dans ce contexte, l'industrie de la cybersécurité mise de plus en plus sur les passkeys. Ces clés d'accès basées sur une paire de clés publiques et privées remplacent le mot de passe et bloquent de fait le phishing et le vol de credentials. Microsoft pousse déjà les passkeys comme méthode par défaut pour ses clients pros. À terme, l'objectif est de rendre inutile toute campagne basée sur le vol de mots de passe, qu'elle passe par du phishing ou par un infostealer. Mais attention, les passkeys ne règlent pas tout. eSentir insiste sur la nécessité de combiner authentification forte, surveillance proactive et plan de réponse rapide pour limiter l'impact d'un vol d'identifiant. Autrement dit, investir dans une architecture de sécurité centrée sur l'identité est devenu indispensable pour éviter de devoir tout reconstruire dans l'urgence après un incident. Alors, j'ai retenu un article sur une annonce de Let's Encrypt qui a failli passer sous mon radar. Let's Encrypt, des certificats pour adresse IP. Est-ce vraiment une bonne idée ? Pour moi, c'est un véritable tournant technique qui pourrait bien changer certaines habitudes. Let's Encrypt a annoncé qu'il délivre désormais des certificats SSL TLS pour des adresses IP et pas seulement que pour les noms de domaine. Pour rappel, Let's Encrypt fournit gratuitement des certificats qui chiffrent les échanges entre votre navigateur et un site web. C'est ce qui affiche le fameux cadenas dans la barre d'adresse. Ouais, je sais, il y a pas des fois, il y en a qui me posent encore la question, c'est quoi le cadenas ? C'est sérieux, hein ? Jusqu'à présent, ces certificats étaient exclusivement émis pour des noms de domaine, comme par exemple exemple.com, mais à présent, ils peuvent aussi protéger une adresse IP brute de type 192.168.1.1, une adresse de réseau privé. Je vois pas à quoi ça sert, mais il paraît que ça peut aider. Et derrière cette annonce, plusieurs avantages techniques. Il y a permettre à des serveurs qui n'ont pas de nom de domaine d'être tout de même accessibles en HTTPS. Pourquoi pas ? Faciliter l'accès sécurisé via un navigateur à des équipements locaux, des serveurs, des NAS, des routeurs ou des appareils IoT. Renforcer la confidentialité même pour des configurations ponctuelles grâce au chiffrement natif. Mais derrière tous ces progrès techniques, il y a quand même un revers de la médaille. En pratique, un pirate peut maintenant demander un certificat valide pour une IP sous son contrôle. Il peut alors envoyer un lien piégé qui affiche par exemple PayPal. Il faut que je dise PayPal, parce que c'est vrai que Vladimir me dit à chaque fois « Marc Fred, il faut que tu arrêtes PayPal ». Bon, en anglais, ça fait PayPal, mais on me dit non, c'est PayPal. Donc, paypal.com, mais pointe en réalité vers l'IP d'un faux site équivalent d'un certificat valide. Pour un utilisateur lambda, voir un cadenas dans la barre d'adresse reste un signe de confiance. Or, le cadenas ne garantit pas que le site est légitime, seulement que la connexion est chiffrée. La base, quoi. Concrètement, cela ouvre la porte à des phishing plus crédibles, notamment quand le lien est déguisé,
Et contrairement à un domaine mal orthographié, une IP peut moins alerter une victime peu attentive. C'est pourquoi Let's Encrypt limite la validité de certificats IP à 6 jours seulement, pour réduire les risques en cas de compromission et encourager le renouvellement automatisé. Ce n'est pas la première fois qu'un système d'autorité de certification montre ses limites. En 2011, le piratage de DigiNotar, une autorité de certification néerlandaise, avait permis la création de certificats frauduleux pour Gmail, Facebook ou encore la CIA, un précédent qui avait provoqué une véritable réforme de la sécurité des PKI. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir, nous, en tant que défenseurs ? On revient toujours sur la base. Surveiller les logs de transparence de certificats pour détecter d'éventuelles émissions suspectes sur des IP sensibles. C'est le fameux monitoring qu'on fait sur les registrars. Combiner cette veille avec d'autres flux de threat intel pour identifier rapidement les abus. Renforcer la sensibilisation. Il faut se souvenir que le cadenas n'est pas un gage d'authenticité. Ça fait toujours sourire, mais quand vous discutez avec des personnes lambda, le fait qu'il y ait un cadenas qui soit vert, c'est tout bon. Le site, il est légitime. Rappelez aux utilisateurs de vérifier la cohérence entre le texte affiché et l'URL réelle avant de cliquer. Bien entendu, maintenir à jour poste et navigateur, activer la MFA, utiliser un filtrage DNS-IP efficace. Bref, en résumé, ce nouveau type de certificat est à la fois une opportunité technique, une nouvelle surface d'attaque aussi pour le phishing. Il reste que pour les équipes de sécurité de trouver le bon équilibre entre accessibilité et contrôle. Ce que je trouve un petit peu dommage dans leur, dans leur proposition technique, quand ils parlent d'un certificat 6 jours, on voit qu'ils n'ont jamais traité une campagne de phishing. Une campagne de phishing, quand elle démarre, au maximum, elle va être efficiente entre 24 et 36 heures au maximum. Après, il y aura des demandes de takedown, etc. Donc, pour moi, cette fameuse limitation de 6 jours, c'est de l'esbrouf, c'est du vent, quoi. Ça, je suis sûr que c'est un truc de consufflant, quoi. En 6 jours, c'est fait, le site, il a épongé ce qu'il avait à faire, quoi. Mais bon, c'est une bonne initiative. Je vais tester, je vais regarder un petit peu comment on peut faire. J'ai pas eu le temps encore. J'ai vu la news, je l'ai pris telle quelle, j'ai vérifié 2-3 sources, mais je vais tester ça sur un de mes serveurs. À titre perso, bien entendu. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du lundi 7 juillet 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas. On patch. Alors vous ne l'avez pas entendu dans cet épisode, mais j'ai un nouveau auditeur, c'est-à-dire qu'en plus de mon bouvier bernois, j'ai un York. J'ai récupéré un York de papa. Bah oui, et j'étais très surpris de voir que certaines personnes, quand leurs parents décédaient ou leurs grands-parents, ils piquaient le chien, c'est ce qu'on m'a dit aux pompes funèbres, et j'ai fait non, moi je garde. Donc je me retrouve avec 2 chiens. C'est pas gagné. Il y en a un qui veut diriger l'autre, et c'est pas le plus gros. Je vous souhaite une très belle soirée, très belle nuit pour ceux qui m'écouteront cette nuit, et à demain pour un nouvel épisode, toujours dans la joie et la bonne humeur.